Madame, monsieur, bonsoir, c'est l'heure de votre rendez-vous quotidien avec l'actualité sur ATV, au sommaire ce soir. Pas de panique à Grand-Rivière. Malgré des images impressionnantes de montée des eaux dans la commune, les habitants n'y voient rien d'extraordinaire. Le nord de l'île a été confronté à une houle énergétique et de forts cumuls de pluie. On fait le point dès le début de cette édition. Dans ce journal aussi, nous évoquerons la situation du centre hospitalier de Martinique, état du bâti, fonctionnement des urgences ou encore évolution du dialogue social entre direction et personnel. Jérôme Lebrière, directeur général du CHUM, est notre invité. Vous découvrirez également le spectacle créé par Suzy Singa autour du carnaval martiniquais et de son patrimoine. Le collège de Belle-Étoile à Saint-Joseph a accueilli une représentation ce matin. Notre caméra y était. La pluie d'un côté, la houle de l'autre, Grand-Rivière était particulièrement concerné par les vigilances orange annoncées par Météo France hier et aujourd'hui. Dans la nuit, l'eau est montée par endroits. Des images assez impressionnantes ont d'ailleurs circulé sur les réseaux sociaux, mais rien d'exceptionnel selon les habitants habitués à ce genre de phénomène. Dorian Cayuela est allé à leur rencontre. Alerte orange, forte pluie, vent soutenu, le nord et le nord Caraïbes sont particulièrement touchés. À Grand-Rivière, la commune a été secouée cette nuit. La rivière est sortie de son lit et la houle s'est intensifiée. Du côté des riverains, pas d'inquiétude. Ici, on parle surtout d'habitude et de vigilance. Nous sommes entre la mer Caraïbe et la mer Atlantique. On a toujours du vent, hein. Donc c'est pas quelque chose qu'on voit maintenant. C'est toujours comme ça qu'on vient toujours ventilé. Donc nous sommes habitués avec le vent. Au contraire, il fait bon vivre avec le vent. Hier soir, il a beaucoup plu, mais la rivière a débordé. Mais comme on a l'habitude de la voir, hein, nous on est habitués. La rivière déborde, mais il n'y a pas eu de dégâts ni dans la rue, ni chez les personnes, comme on a entendu ce matin sur les ondes. Mais c'est la rivière seulement qui a débordé, c'est tout. Voilà, la preuve, nous on est assis près de la rivière. Rien à déplorer, tout est calme, tout est comme d'habitude. Ce matin, 30 mm de pluie ont été relevés dans le nord du territoire, notamment à Grand-Rivière. Cet employé d'un restaurant situé en bord de mer témoigne de la situation. En ce qui nous concerne, ça ne nous a pas trop dérangé, puisque déjà on travaille que le midi, donc je pense que la houle a été plus le soir. Fin d'après-midi, début de soirée, nous étions déjà fermés à 7 heures, donc pour nous, il n'y a pas eu de gros problèmes, de gros dégâts. La rivière était en crue, bien en crue, mais en ce qui concerne la mer, on est habitué avec notre mer déchaînée. Donc on n'a pas porté attention. Omer, lui, organise des excursions en mer. Depuis que la houle s'est levée, il a préféré suspendre son activité par mesure de précaution. J'étais obligé quand il s'agit de la vigilance jaune, je préviens à mes clients que je ne peux pas les transporter. Alors c'est vrai que ça fait un impact sur mon activité, sur l'économie de la commune. Et c'est vrai que Grand-Rivière, en ce moment, c'est une ville qui est très prisée par la randonnée, les visites en mer, tout ceci, cela. Et les restaurateurs, toute cette partie de tourisme prennent un coup par rapport à tout ça. Les services techniques de la ville ont pris leur disposition dès ce matin, principalement à titre préventif. Au niveau de Grand-Rivière, notamment sur la route, la RD10 entre Grand-Rivière et Macouba, effectivement des branches un petit peu sur la route. Il y a aussi effectivement des petites chutes de pierres, mais par rapport aux conditions, rien d'alarmant. À mesure de prévention, nous établissons un arrêté municipal qui interdit provisoirement la baignade dans la grande rivière. La vigilance reste donc de mise dans le nord du territoire en attendant une amélioration des conditions météorologiques dans les prochaines heures. Si la vigilance orange pour vague submersion a finalement été levée, la Martinique est toujours placée en jaune pour fortes pluies et orages. La prudence reste donc de mise. Le point des équipes de Météo France face à la caméra de Dorian Cayuela. On a une alerte orange parce que la moitié nord a connu de bonnes précipitations, en particulier Grand-Rivière, plus localement Lorrain, Gros-Morne, Borne-Rouge à Joupas-Bouillon, avec de bons cumuls de pluie. La vigilance orange était justifiée parce que du coup avec ces quantités de pluie, les cours d'eau étaient vraiment très très sensibles. Donc tout nouveau départ de pluie pouvait rapidement faire gonfler les cours d'eau. Depuis le début d'après-midi, sur cette moitié nord, on a une accalmie des précipitations. Vraiment. On voit ici que là, les couleurs tendent à disparaître. Donc c'est des précipitations qui commencent à s'atténuer.
Et les précipitations prennent le relais, on va dire, sur la moitié sud, mais avec des cumuls beaucoup plus minimes, hein. À Trois-Rivières, là, typiquement, là, depuis 2 heures, on a obtenu 6 mm, sans plus. Donc voilà. Le risque de nouvelles pluies est encore probable, hein, jusqu'en fin de journée. On est encore dans un contexte de masse d'air humide et vraiment instable, où des départs de pluie sont possibles, en particulier sur les reliefs, là où c'est vraiment instable. C'est vraiment dans la nuit, on voit, si je monte une image satellite, là on voit un air très sec et dépourvu de nuages qui est au sud, Barbade ici, Sainte-Lucie ici, qui va prendre le dessus et qui va chasser toutes ces intempéries vers la Dominique au cours de la nuit prochaine. Donc au cours de la nuit, vraiment, on pourrait s'attendre encore à une ou deux précipitations sur les reliefs, mais sans cumul à risque. Que faire lorsque l'on est locataire d'un logement et que le propriétaire ou le gestionnaire du bien refuse de vous remettre votre caution? C'est le dilemme rencontré par une ancienne locataire de la résidence Grand Large à l'Étang-Abricot. Alors qu'on lui reproche l'état dégradé de l'appartement, elle affirme avoir subi des problèmes de moisissure liés à des malfaçons. Ryan Aneas. C'est un appartement qui, au premier regard, semble séduisant et agréable à vivre. Mais derrière ces images, un problème majeur vient ternir le tableau. Très vite après son installation, Sophie, cette ancienne locataire, a découvert de l'humidité persistante dans son logement. Sur les murs et même sur certains objets, des moisissures sont apparues. Une situation devenue, selon elle, invivable au quotidien. J'étais obligée de partir parce que ça faisait 1 an et demi que sans cesse je devais nettoyer l'appartement, nettoyer les meubles. J'ai perdu ma télé, j'ai perdu des chaises, j'ai perdu des objets en bois, j'ai perdu énormément de vêtements parce que tous mes vêtements étaient infectés par l'humidité avec de grosses traces vertes, blanches, avec l'odeur. Et j'étais obligée de partir parce que je ne pouvais plus rester dans cet appartement. D'autant plus que mon médecin qui m'a fait un certificat médical m'a indiqué que ma santé commençait à être impactée. Nous nous sommes rendus dans la résidence pour rencontrer les autres habitants. Une voisine de Sophie nous a ouvert les portes de son appartement et nous a décrit elle aussi les difficultés qu'elle rencontre. J'ai pu constater quelques problèmes d'humidité en effet. Dans la salle de bain, j'ai un petit cœur. En fait, je pense que c'est une infiltration. Et puis surtout, j'en ai eu sur la terrasse. Dans les étages, le problème n'est pas officiellement reconnu, mais plusieurs habitants disent craindre de faire face un jour aux mêmes nuisances. L'appartement, il n'est pas vieux, hein. Non seulement il n'est pas vieux, moi je me pose la question, comme je viens de vous dire, ça se peut que c'est moi qui ne sais pas reconnaître, mais moi apparemment je ne vois pas. D'après ce qu'ils disent, moi je ne vois pas ça chez moi. Arrivée dans la résidence en février 2023, Sophie affirme n'avoir constaté aucun problème particulier dans un premier temps, mais au bout de 6 mois, des traces suspectes seraient apparues sur les murs de son appartement. Un expert a finalement été mandaté par l'agence pour établir un constat sur place. Selon lui, les dégradations seraient liées à un défaut d'aération du logement, resté inoccupé durant 2 semaines, ce qui engagerait la responsabilité de la locataire. Sur cette base, l'agence n'a pas restitué la caution de Sophie, une somme qu'elle affirme aujourd'hui attendre toujours. Et aujourd'hui, vraiment, ce que je veux, c'est pouvoir récupérer ma caution qui m'a injustement été prise, d'autant plus que l'agence a rajouté qu'il y a aussi des problèmes de saleté, en sachant que l'appartement a été nettoyé avec des amis, avec des collègues, et que j'ai une vidéo du jour même de l'état des lieux, avant le début de l'état des lieux, qui montre que l'appartement est en état. Et la seule pièce qui est effectivement très affectée, mais où l'agence est au courant, c'est une des chambres qui était vraiment envahie par la moisissure, et notamment par une odeur quand même assez nauséabonde. Nous nous sommes également rendus dans l'agence de location située dans le même quartier. Sur place, nous avons été redirigés vers leur responsable basé en France hexagonale. Contacté par téléphone, cette personne n'a pas donné suite à nos sollicitations. À la une aussi de l'actualité, vous le savez, les jours gras approchent. Alors comme chaque année, le centre hospitalier de Martinique s'apprête à faire face à un regain d'activité. L'occasion de faire le point sur la situation du CHUM avec son directeur général, Jérôme Lebrière. Jérôme Lebrière, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors je le disais, période carnavalesque qui peut être plus accidentogène, mais aussi épidémie de grippe ou de bronchiolite. Voilà, les sujets sont nombreux actuellement au CHUM. Comment vous organisez-vous pour accueillir finalement la population en ces périodes peut-être un petit peu plus compliquées? Alors la période est en effet un peu plus compliquée, comme vous l'indiquez. L'ensemble des services d'urgence
France entière sont en tension, sont en difficulté et le CHUM agit sur un certain nombre de sujets de fluidification de parcours, de lien avec la ville, hors de cette période carnavalesque. Mais spécifiquement pour cette période, nous ouvrons un certain nombre de salles de blocs opératoires, nous réouvrons du capacitaire, c'est-à-dire du capacitaire un certain nombre de lits dans les étages en ce moment, avec les équipes, avec les médecins. Mais je rappelle quand même en cette période, a fortiori à la veille du carnaval, à chacun de privilégier l'appel au 15 en première intention, le passage chez le médecin traitant par ailleurs, avant de venir aux urgences pour vraiment faire en sorte que l'équipe des urgences, j'allais dire, s'occupe des cas les plus critiques. Concrètement, on peut parler d'urgence engorgée ou pas du tout ? Non, à ce stade, la difficulté majeure est bien la fluidification du parcours. Ce n'est pas tant le nombre de passages que la difficulté à sortir les patients, notamment des urgences pour des retours à domicile ou des étages vers également des établissements de SSR notamment. Donc le sujet est bien un sujet de flux, mais également, il ne faut pas se cacher derrière son petit doigt, un sujet de capacitaire. Le site de PZQ1 est actuellement en travaux d'humanisation, donc globalement nous avons toujours un étage en travaux, ce qui nous fait perdre des dizaines de lits. Alors vous avez commencé à l'évoquer, ce bâti, puisqu'il n'y a pas que les urgences naturellement au centre hospitalier, il y a également tout un tas d'autres services, d'autres bâtiments. On en est où? On parle de PZQ4 notamment, on en est où aujourd'hui? Alors, le bâti, c'est le sujet le plus important, en effet, dans la qualité de l'accueil, la dignité de la qualité de l'accueil et l'optimisation des conditions de travail des équipes. Le bâti est divers au CHU. On a des bâtiments qui sont vraiment tout à fait adéquats et un certain nombre de bâtiments où, globalement, la dignité n'est pas au rendez-vous. Donc, les nouveautés, et ce sont des bonnes nouvelles, c'est que le centre hospitalier de Trinité va être reconstruit et nous venons de faire le choix de quelques constructeurs qui vont être en finale pour pouvoir, sur le site des Marinières, j'allais dire, offrir au Nord-Atlantique un hôpital moderne. À quelle échéance? À quelle échéance? On est plutôt sur 2030. Et là, vous évoquez PZQ4. Il s'agit bien là du grand projet hospitalier des années qui viennent, ce qui nous permettra d'accueillir la cancérologie et de la rapatrier sur le quartier de la Ménard, la chirurgie également, et de regrouper en quelque sorte un certain nombre de disciplines sur un même site. Le mot-clé étant l'accessibilité, et ce qui nous permettra de réduire les délais et de pouvoir avoir de l'imagerie nucléaire, de l'imagerie conventionnelle, accès à un plateau de biologie, et tout sur un même site. Donc c'est quelque chose d'important. Nous sommes allés fin novembre aux côtés de l'ARS au ministère et on a obtenu le feu vert, le go. Et donc c'est vraiment une bouffée d'oxygène d'avoir ce go et de pouvoir engager les travaux de PZQ4. Ces questions de bâti, de dignité, d'accueil faisaient partie évidemment des revendications du personnel, un personnel qui avait été largement éprouvé, notamment pendant la période Covid. Aujourd'hui, ces annonces sont-elles de nature à les rassurer et finalement à leur dire que ça va peut-être aller dans le bon sens là, dans les prochains mois? Alors, c'est des annonces qui vont dans le bon sens, mais le personnel, les attentes sont bien légitimes. Il faut qu'à chaque étage du CHUM, chacun soit en responsabilité dans sa fonction, dans sa fiche de poste, j'allais dire au rendez-vous de l'attente qui est celle des Martiniquais. Les annonces que j'évoque là, PZQ4 notamment, c'est un peu trop loin pour le personnel. Donc il nous faut réhumaniser au quotidien, travailler avec le personnel sur des conditions de travail améliorées dans nos organisations au quotidien. Et nous n'attendons pas ce PZQ4 pour réhumaniser actuellement, au regard notamment de la sécurité incendie PZQ1, et également des travaux d'humanisation actuellement à Clarac. Parce que quand je vous dis le retour de Clarac et de la cancérologie sur le quartier de la Ménard, on parle de 2032 ou 2033. Donc il nous faut aujourd'hui, et les travaux sont en cours, améliorer, j'allais dire, le quotidien des patients et des équipes de cancérologie à Clarac. Un dernier mot, Jérôme Lebrière, sur une bonne nouvelle a priori pour le CHUM, mais qui peut être encore peut-être abstraite pour le grand public. On parle de certification, notamment de la Haute Autorité de Santé. De quoi s'agit-il? Oui, et également là, ça a été vraiment un point fort et valorisé par les experts de la Haute Autorité de Santé qui donnent des labels qualité, si on veut, à des établissements avec une centaine de critères. Et sans rentrer dans trop de détails, nous avons eu 97% de conformité, malgré le bâti que j'évoque, malgré les conditions de travail exposées. Pour la première fois de son histoire, le CHU a été certifié par la Haute Autorité de Santé en octobre 2025. Et une deuxième certification que j'évoque, parce qu'également,
ce serait une première, et je parle de futur, ce sera une première, la certification des comptes, c'est-à-dire une analyse objective de tous nos processus, nos fonctionnements internes, j'allais dire qui nous permettrait, via des experts et des certificateurs, des commissaires aux comptes, de valider les comptes du CHUM. Ça, c'est important parce qu'on gagne du crédit vis-à-vis de nos tutelles, de nos ministères, de nos partenaires bancaires. Quand je parle de PZQ4, il faut aussi qu'on soit crédible dans notre fonctionnement. Donc cette double certification est pour nous et pour les équipes vraiment gage de confiance. Cette deuxième certification qui pourrait arriver dans le courant de l'année? Exactement, la photographie c'est septembre, le jalon c'est septembre, donc il nous reste du travail. Là c'est un marathon, il reste encore 2-3 km de ce marathon et c'est important encore qu'on soit très mobilisés autour de cette certification des comptes. Bien, merci beaucoup Jérôme Lebrière, nous ne manquerons pas de suivre ces différents travaux au sein du CHUM. Merci encore d'avoir accepté. Avec plaisir, notre merci de votre invitation accueil. ce soir. On poursuit avec ces images de la crémation d'Hubert Marie-Joseph ce matin à la Joyau. Ce 6e dan de karaté s'est éteint la semaine dernière. Figure respectée, il était surnommé le taulier, chien karaté ou encore le salsero. Il laisse le souvenir d'un homme rigoureux, passionné et guidé par de fortes valeurs humaines. Certains proches et élèves ont souhaité prononcer quelques mots en sa mémoire face à la caméra de Ryan Agnas. C'était un grand homme, il était connu par tout le monde, il était aimé par tout le monde, on l'a vu là pendant les 2 jours en fait. C'était son ADN en fait. Il mangeait karaté, il dormait karaté, il buvait karaté, tout. Donc toute notre vie c'était le karaté. Ça me fait plaisir et puis on voit que mon père c'était quelqu'un de rassembleur. Et là encore aujourd'hui on voit tous ses amis, tout le monde du karaté, sa famille. Venir lui rendre le dernier hommage. Et forcément, ça me touche profondément. Il a promu de très nombreux élèves de la ceinture noire et au-delà, et il a permis aussi à un certain nombre de champions de gravir les marches. Beaucoup d'émotions parce que c'était aussi Hubert Marie-Joseph, arbitre de karaté, qui était reconnu pour sa sagesse, sa droiture, en dehors des tatamis comme sur les tatamis. C'était aussi mon mentor à l'arbitrage. C'est lui qui m'a donné l'opportunité de devenir arbitre. Aujourd'hui, c'est une grande fierté d'être arrivé à ce niveau. C'est surtout grâce à lui, sur ses conseils, sa bienveillance. Et c'est un pan vraiment du karaté martiniquais qui est parti aujourd'hui. On perd vraiment quelqu'un de très important. C'est une grande perte pour le karaté martiniquais. Hubert Marie-Joseph, c'était vraiment un uliste karatéka. Il a été cofondateur de la Ligue de karaté. Alors, c'est un grand homme. C'est un grand homme que nous avons perdu là aujourd'hui. Direction Saint-Joseph maintenant. La compagnie Sigiri, menée par Suzy Singa, présentait un spectacle vivant ce matin au collège de Belle-Étoile. Petits et grands avaient rendez-vous pour une immersion au cœur du carnaval et de son patrimoine. Un moment culturel mais aussi interactif. Le reportage de Sandrine Claude. Marianne Lapofigue, Caroline Zieloli, Diablesse, autant de personnages emblématiques de notre carnaval qui se dévoilent ce matin. Je ne suis plus aimée. Les patates, les ignames, les dachines, les pois d'Angole. Aucun légume ne veut plus me parler. Face à eux, un jeune public qui, pour la plupart, découvre l'histoire et les mythes autour de chacun. Je parle de Negro-Siwo. Il mettait des choses à l'heure pour que ces moments-là encore trapper plaisir de ça participer et puis continuer le carnaval qui pour moi c'est en fait populaire qui a servi de dénoncer tous les dysfonctionnements et les travers de société nous. Et puis oui, je me rends moins compte que ce moment-là pas tellement au courant de certains bagages parce qu'on m'a posé des questions, parce que c'est en pièce interactive et il n'y a pas tenu réponse quoi. Mais à charge des parents, après des enseignants, depuis ça continuer et puis fait travail là. En tout cas moi en tant qu'artiste, pour moi c'est en volonté depuis ça transmettre. Le spectacle est interactif. Les enfants ne se font pas prier pour entrer dans la ronde et prendre part à la représentation. Un moyen pour la troupe de les impliquer et donc de les intéresser aux coutumes du carnaval, presque d'une autre époque. À l'image des chants comme celui-ci, symbole du carnaval traditionnel, mais aujourd'hui délaissé par les carnavaliers. Nous avons chanté mi
Marianne la pour faire fait et puis fait banane et puis bon fait banane. Si t'as il faut couer des moins, pas que Nico Blaka tuer moins. Eh ben oui, c'est une manière de problème sociétal ramener à la réalité. Pour moi, c'est justement à ça qu'a servi Carnaval, à dénoncer tous les dysfonctionnements, les travers de société. Et à travers Marianne, justement, est bien expliqué, elle qui est le fruit le plus mangé du monde, et pour pouvoir tuer anti-charançon et chlordécone en l'air. Parce que faut que l'on sorte dans la pièce là, ça va envie justement d'aimer Carnaval et puis ça qui ça a servi et comment on peut continuer courir vider sans pour cela dénuder ou jouer parce qu'apparemment c'est ça c'est moment il a aimé. J'ai trouvé que c'était bien les questions qu'il posait. J'ai bien aimé, c'était spectaculaire, ça m'a impressionné. J'ai beaucoup aimé quand la princesse avait du mal avec son pays, ça m'a passionnée et voilà. Un spectacle comme celui-ci, ancré dans les origines du carnaval martiniquais, vient rappeler l'importance de perpétuer ce pan du patrimoine local. Aux Trois-Îlets, c'est un trésor artistique qui est en péril. Une œuvre monumentale de Coco René Corail, conservée à la mairie, est aujourd'hui fragilisée par le temps. Eh bien, la commune a été retenue par la Fondation pour la sauvegarde de l'art français pour sa restauration. Un projet patrimonial majeur qui appelle la mobilisation de tous. Les précisions recueillies par José Éloi. C'est une œuvre que l'on voit, qui nous est familière, puisque si on fréquente la mairie, on la voit souvent. Ça représente quand même un patrimoine, le patrimoine iléen et martiniquais de surcroît. La technique utilisée pour cette œuvre, c'est la technique du brûlage. Donc c'est une technique qui, à la période de Coco, années 70, était complètement innovante. Il était vraiment dans une posture contemporaine, même avant-gardiste. L'idée aujourd'hui, c'est vraiment de récupérer cette œuvre, de la sublimer, de lui redonner son rayonnement, de la faire renaître de ses cendres. Donc pour ça, vous allez sur le site de la Fondation de la sauvegarde de l'art, vous cliquez sur notre Martinique, vous cliquez sur le tableau, vous validez votre vote. Tout simplement, ces quelques clics vont nous permettre d'accéder à la victoire et de remettre à cette œuvre toutes ces lettres de noblesse. Moi, mais là, je commande des autres en belle pâle, en votant pour restauration œuvre Tala de Coco René Corail. Et donc voilà, en même temps, ça a fait solidarité nous pour commune, pour peuple là, quoi, voilà, et puis pour Coco René Corail. En sport, la 17e journée du championnat de futsal s'est refermée lundi soir avec 2 rencontres, dont le choc entre femmes et la relève lamantinoise. L'opposition entre le leader et son dauphin a logiquement tourné à l'avantage de la relève. Elle s'impose 8-2. Récit du match, Karel Chassol et Marc Michel. Si l'entame de la rencontre semble plutôt à l'avantage de la Futsal Academy Martinique, rien de bien méchant et c'est le leader du championnat, la relève lamantinoise, qui ouvre la marque par Alan Cuti à la 7e minute. 8 minutes plus tard, Femme égalise par Jean-Claude Félix qui profite de cette mauvaise sortie de Melvin Brice. Une égalisation qui réveille les Lamantinois et ils inscrivent un second but par Melvin Romain, bien servi par Cédric Desgras. 2-1, c'est le score à la mi-temps. Si la première période a été assez équilibrée, la seconde voit un festival des hommes de Lionel Victoire. Il marque à 3 reprises par Melvin Romain, Alan Cuti et Cédric Desgras. La relève lamantinoise mène 5-1. Et si Femme réduit la marque par Alexandre Vigé, cela n'inquiète nullement la relève qui marque à nouveau à 3 reprises par Kenji Smith 2 fois et Melvin Romain qui s'offre un triplé. La relève lamantinoise s'impose sur le score sans appel de 8-2. L'adversaire était de taille, forcément, c'était notre deuxième. C'est une équipe aujourd'hui qui souhaite nous détrôner, donc il nous fallait être, je dirais, bien présent ce soir. Maintenant, on sait qu'on sort d'une trêve où on n'a pas joué pendant 2 semaines, l'adversaire joue tout le temps. Donc l'intensité, il l'avait, mais pas nous. Donc il a fallu rentrer dans le match, prendre le temps. C'est vrai qu'on n'a pas fait un bon début de match, mais je crois que gagner quand même cette équipe, encore une fois, chez nous, c'est important pour la suite parce que tôt ou tard, on va se croiser, soit en demi ou en finale. En tout cas, ce soir, c'est la fête du futsal. On a redynamisé ce futsal avec 2 bonnes équipes qui ont joué au futsal dans un super comportement. Donc, je pense qu'il faut le féliciter. Et félicitations à la relève et je dédie cette victoire à tous nos supporters. En première mi-temps, on a bien tenu le choc. Bon,
En deuxième mi-temps, nos joueurs ont manqué de fraîcheur et puis l'adversaire est déjà bien rodé. Eux, c'est des joueurs qui jouent tout le temps ensemble, tout ça. Nous, on a encore des problèmes d'automatisme. Mais on a offert une belle copie. Ils ont bien transpiré. On est content, on a des choses à apprendre et puis à corriger. Puis c'est de bon augure quand même pour la suite. Toujours lundi soir, le Golden Lion a battu Casablanca FC 6-2. Pour le reste, victoire du FC Floréal, de Marron Futsal, du Club Péléen et de Caribbean Osmose. Au classement, la relève lamantinoise, qui a 2 matchs en retard, conforte sa place de leader. Femmes et le FC Floréal complètent le podium. Marron Futsal est à 3 points de celui-ci, tout comme le Club Péléen qui devance le Lac 212. En deuxième partie de tableau, on retrouve GIF, l'Éveil de Carabin et le FC Saléen. Comme chaque soir, on regarde ensemble le calendrier de l'EFS. Demain, vous pourrez donner votre sang sur le parking du centre commercial de Cluny à Schellcher de 8h à 13h30. Autre possibilité, la Maison du Don, immeuble Le Fils, quartier Dillon à Fort-de-France, de 13h à 19h. Avant de se quitter, je vous rappelle la principale information de ce journal. Si l'eau est montée à Grand-Rivière dans la nuit, pas de panique chez les habitants. Habitués à ce type de phénomène, la Martinique est toujours placée en vigilance jaune pour fortes pluies et orages. La vigilance pour vague submersion est en revanche levée. Et puis, dans l'actualité nationale, un diplomate français est mis en cause dans l'affaire Epstein. L'homme est soupçonné d'avoir partagé des informations sensibles avec le milliardaire et pédocriminel américain. Une enquête est ouverte. Ça y est, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi en notre compagnie. L'actualité continue sur nos réseaux sociaux et notre chaîne YouTube. Je ne pouvais pas vous quitter ce soir sans souhaiter un très joyeux anniversaire à votre télé. 33 ans qu'elle accompagne et raconte la Martinique, et cela grâce à vous. Alors passez une excellente soirée sur ATV et à demain.